Bonjour à tous. À l'instar du Smart Grid dans l'énergie, le marché de l'eau vit à son tour sa révolution intelligente, le Smart Water. Deux invités sur ce plateau ici à Polytech pour en parler. Tout d'abord, Taïsé Miura, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de M2O City, une filiale de Veolia Eau et Orange. Et nous parlerons notamment ensemble de télérelève. C'est bien ça? Exactement. À côté de vous, Fabrice Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial France Industrie de l'eau chez Schneider Electric. Il fallait quand même que je le précise. Alors messieurs, on commence seulement à parler de Smart Water. Ça fait seulement quelques semaines qu'on lit ce terme un petit peu dans certaines colonnes. Je vais peut-être commencer par vous demander une définition du Smart Water et de la vision que vous avez de cette appellation. En commençant peut-être par M2O City, comment le définiriez-vous ? Je crois que le Smart Water, c'est finalement tout ce qui permet d'instrumenter des réseaux de distribution d'eau et des réseaux d'assainissement d'eau afin qu'on puisse agir sur ces réseaux de manière quantitative et qualitative. Le quantitatif, c'est toutes les notions de rendement de réseau, de préserver la ressource en eau. Et le qualitatif, c'est tout ce qui a trait à la qualité de l'eau qu'on fournit aux différents usagers. Parfait. Fabrice Renaud, est-ce que votre définition varie de celle de M2O City ? Alors, je reprendrai effectivement ces termes en y ajoutant peut-être quelques points. Le Smart Water, c'est l'eau intelligente, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes d'information qui permettent d'optimiser l'ensemble des infrastructures gérant l'eau, aussi bien eau usée que eau potable. Parfait. On va parler de vos solutions puisqu'on a passé la définition et je vais me tourner vers Taïsé Miura. Alors M2O City, je le disais un petit peu en introduction, on est dans la télérelève, donc vous avez un positionnement très spécifique sur le compteur d'eau. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les services que commercialise votre société ? Oui, alors il faut préciser que c'est une toute jeune société, elle est opérationnelle depuis début 2011. C'est une société, comme vous le soulignez, qui est commune entre Orange et Veolia, et qui est positionné sur un métier, celui d'opérateur de réseau de télérelevé. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un réseau de télérelevé ? C'est une infrastructure qui a deux composantes. Une infrastructure radio basse consommation qui va pouvoir permettre d'écouter des éléments communicants, au premier chef des compteurs d'eau, et de pouvoir remonter les informations produites par ces compteurs et de restituer ces informations avec des engagements de qualité, des engagements de disponibilité à nos clients. Ensuite, la deuxième composante de notre infrastructure, c'est un système d'information. Quand je prends par exemple dans le domaine des index d'eau, jusqu'à la relève manuelle, on avait dans les bases de données un index par an. Avec le télérelevé, on en a 365 x 24 par an. Donc on voit qu'on est sur des volumétries de données beaucoup plus conséquentes qui imposent d'avoir des systèmes d'information très robustes et fiables. On retrouve bien là les deux géniteurs de la société. Il y a d'un côté le numérique et puis de l'autre côté les métiers de l'environnement, j'allais dire. Oui, tout à fait. C'est une société qui bénéficie des apports, des complémentarités de l'industrie des télécoms et de l'industrie de l'environnement et qui finalement se cristallise au travers du modèle économique de M2O City qui est inspiré d'un modèle d'opérateur de télécommunications, c'est-à-dire que nous concevons des infrastructures de télérelevé, nous les finançons, nous les exploitons et nous les maintenons en conditions opérationnelles. Pour faire quoi ? Pour rendre un service à nos clients, donc un service de remontée d'informations de compteurs d'eau et plus généralement un service de remontée d'informations de tout type de capteurs compatibles avec nos infrastructures ouvertes et interopérables. Ça peut être des compteurs de gaz, ça peut être des compteurs dans le domaine du déchet, je pourrais vous citer de nombreux exemples. Alors, en préparant cette émission, j'avais noté ce chiffre sur ma fiche, 600 000 compteurs. Je ne me suis pas trompé ? Non, vous n'êtes pas trompé, c'est effectivement le nombre de compteurs, de points de service que nous exploitons aujourd'hui, qui sont raccordés à nos réseaux, donc qui sont déployés sur plusieurs centaines de villes sur le territoire français. Nous avons, au-delà de ceux qui sont déjà exploités et raccordés, nous en avons 1 500 000 en portefeuille qui seront raccordés à nos réseaux à un horizon fin 2014, fin 2015. Et donc nous sommes en ligne avec nos objectifs de développement. Et ce que je soulignerais, c'est que finalement 600 000 compteurs d'eau, on parle beaucoup d'énergie, mais l'eau est peut-être un peu en avance en matière de raccordement sur l'énergie, puisque dans le domaine de l'électricité, Linky en est à 300 000. Et GRDF, donc dans le domaine du gaz, n'en est qu'à 100 000. Donc, vous menez la course en tête. En tout cas, on s'y astreint. Peut-être quelques exemples de réalisation pionnière. Je sais qu'il y a des collectivités qui sont déjà équipées sur ce sujet de la télérelève. Oui, alors, comme vous le disiez, M2O a de belles fées qui se sont penchées sur son berceau et nous avons reçu en héritage quand même
un réseau à déployer qui est d'abord celui du CEDIF, du syndicat d'eau d'Île-de-France. C'est la plus grande délégation de services publics en Europe qui concerne 550 000 compteurs sur la première et deuxième couronne parisienne qui doivent être accordés à un horizon 2015. Donc là, on est en plein dans le déploiement. On a réalisé 40% du déploiement du réseau. Ça, c'est pour notre client Veolia Eau. Après, nous adressons aussi le marché des régies, donc celles qui ont décidé de gérer l'eau de manière propre. Et là, nous avons remporté dans le courant de l'année un appel d'offres pour la régie des eaux du Havre, la CODA, qui était le plus grand lancé par une régie qui concerne 100 000 compteurs d'eau à télérelever dans les prochaines années. Il me semble que vous avez un pied aussi en Bourgogne, du côté de Beaune. Oui, alors moi j'aime bien les vins de Bourgogne, donc ceux qui veulent visiter le site de Beaune sont les bienvenus, mais effectivement nous avons une référence un peu emblématique à Beaune, où nous avons mis en place un réseau de télérelevé, et au-delà du réseau de télérelevé, et je pourrais revenir plus longuement, nous avons mis en place toute une démarche visant à améliorer le rendement du réseau au niveau local, avec les équipes de Veolia Eau. Très bien, parfait. Alors on va remonter le réseau, on va passer du compteur au réseau un petit peu plus haut avec Fabrice Renaud, avec Schneider Electric. Quelles solutions proposez-vous justement pour la gestion de ces réseaux d'eau ? Alors, tout d'abord, j'aimerais faire la distinction entre les réseaux d'eau potable et les réseaux d'eau usée. Deux réseaux qui fonctionnent de manière totalement différente. Et effectivement, Schneider Electric, aujourd'hui, propose des solutions qui peuvent adresser ces deux types de réseaux. Dans le cadre des réseaux d'eau potable, un des gros enjeux de ces réseaux est la réduction des pertes de ces réseaux. Et aujourd'hui, Schneider dispose d'outils de simulation instantanée, qui permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du réseau. On s'aperçoit aujourd'hui que entre la quantité d'eau produite sortie des usines d'eau potable et la quantité d'eau distribuée chez le particulier, chez le citoyen, vous avez une perte moyenne entre 25 et 30% en France. C'est très conséquent. Ce qui est très conséquent. Et tout l'enjeu réside dans l'optimisation de réseau, dans le contrôle de ce réseau, dans la connaissance de ce réseau pour réduire ses pertes. Réduire ses pertes pour deux raisons. Premièrement, toute l'eau perdue n'est pas facturée, donc vous avez un coût énorme. Et deuxièmement, toute cette eau perdue a nécessité d'énergie. Et dans le cadre des plans de réduction de l'énergie, effectivement, cela fait partie des axes majeurs. Les logiciels que nous avons mis en place, puisqu'il s'agit d'offres logicielles, permettent d'identifier le fonctionnement de ce réseau à l'instant T, de prévoir ce qui va se passer à l'instant T+1, mais également de revenir en arrière à l'instant T-1. Et avec ces différents logiciels, d'identifier les zones de perte, les zones de problème pour pouvoir optimiser ces réseaux. Donc ça, c'est une des premières données qui adresse les réseaux d'eau potable, les réseaux sous pression. Deuxièmement, vous avez les réseaux d'eau usée. Et également, sur l'ensemble des données disponibles sur les réseaux d'eau usée, avec la télérelève, avec l'usine de retraitement en aval, avec les prévisions météorologiques, nous avons la possibilité d'imaginer, de prévoir ce qui va se passer et d'anticiper d'éventuelles actions pour pouvoir fluidifier la partie réseau. Un des exemples très en vogue actuellement est la gestion des intempéries majeures. Lors des gros orages, vous avez des pluies diluviennes qui se déversent sur une communauté et qui entraînent ce qu'on appelle cette fameuse vague qui va noyer l'ensemble du réseau, noyer la station d'épuration et générer de la pollution puisque le traitement ne peut pas être fait de manière optimum. Eh bien, avec nos solutions logicielles, nous sommes capables de prévoir ces intempéries, de prévoir la modélisation hydraulique de ces intempéries et donc d'aider l'opérateur à mettre en place des actions correctrices pour pouvoir optimiser et faire en sorte que cette vague soit réduite, limitée, voire annulée. Donc au-delà de ces logiciels, c'est aussi toutes ces solutions informatiques d'aide à la décision qui sont proposées aux opérateurs, réseaux d'eau potable et réseaux d'eau usée. Donc de la gestion en temps réel et puis même de la prévision. Alors je crois qu'il y a deux structures au sein du groupe qui commercialisent ces solutions, Aquis et Telvent. Comment se fait la répartition un peu entre ces deux structures? Ce sont en fait deux sociétés qui ont été rachetées par Schneider. Voilà, et donc elles font partie de Schneider. Elles vont être bientôt labellisées Schneider à 100%. Donc effectivement, Aquis, c'est le modèle hydraulique pour les réseaux d'eau potable. Donc c'est une première brique. Et la partie Telvent est un peu plus large puisqu'il s'agit à la fois de la modélisation, mais plus que la modélisation, c'est toute la partie infrastructure IT qui permet de mettre en place ces logiciels, mais également les logiciels d'aide à la décision. Parfait. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire, qu'on connaît vos solutions, on va peut-être rentrer sur les données un peu de marché, de contexte. Et là, mes questions s'adresseront à tous les deux.
aujourd'hui, les clients de ces solutions, ce sont quoi? Ce sont des exploitants, des installateurs, des collectivités? Taïsé Miura, qui sont vos interlocuteurs? Ce sont essentiellement les sociétés, les services d'eau qui exploitent l'eau. Alors, lorsque, comme je le soulignais, il s'agit d'une régie, ça va être directement la régie. Et lorsqu'il s'agit d'une collectivité qui a fait le choix de la délégation de service public, alors nous allons plutôt nous adresser à son délégataire. Très bien. Fabrice Renaud, vous avez la même typologie de clients ou... Alors nous avons la même typologie de clients, effectivement. Je pense que tous ces acteurs sont nos clients potentiels. Aussi bien, je dirais, les traiteurs d'eau qui cherchent à optimiser leurs installations que les régies qui ont la même volonté. Mais ce sont également, au-delà des opérateurs, les concepteurs, les fameux EPC, qui réalisent de nouvelles installations, soit sur la France ou bien à l'export, qui peuvent être concernés par ces solutions. Alors on parle de Smart Water, on dit que c'est une thématique émergente. Justement, ces interlocuteurs, est-ce qu'ils sont sensibles à ces sujets? Est-ce que l'état d'esprit a un petit peu changé sur ces questions? Vu que vous avez la parole, Fabrice Renaud, je vais vous la laisser. Alors, est-ce qu'au-delà de l'esprit, dans les faits, surtout sur le carnet de commandes, on s'aperçoit. Je dirais qu'aujourd'hui en France, les sujets effectivement affluent. Les discussions, je dirais, rentrent dans une phase de concrétisation. Ces réseaux d'eau intelligents, aujourd'hui, ne sont pas encore complètement implantés en France. Quelques réalisations existent. Sont-ils réellement intelligents ou partiellement intelligents? Tel est le débat. Toujours est-il que aussi bien les traiteurs d'eau que certaines agglomérations fonctionnant sous le mode régie sont aujourd'hui en phase de préqualification, voire de test. Donc, est-ce que l'on peut dire que oui ou non, la dynamique est lancée? Oui, elle est lancée. Le carnet de commandes est en train de se remplir. J'espère qu'il ne cessera pas de se remplir dans les mois et les années à venir. Comment jugez-vous l'état d'avancement de ce marché, de maturité de ce marché? Je pense que d'abord on est au début de l'histoire, donc c'est un marché pas mature, qui est émergent. Alors après, je crois qu'il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent la croissance de ce marché. Le premier est d'ordre réglementaire et peut-être un peu inspiré finalement du constat que l'eau est une ressource qui est de plus en plus importante à préserver. Par exemple, les 4 des 5 derniers hivers, au sortir de ces hivers, on a constaté sur les nappes phréatiques qu'elles étaient en dessous de leur niveau normal à 80%. Est-ce que c'est un signe du réchauffement climatique? Peut-être. Et il y a de plus en plus de collectivités qui prennent conscience de cela. Il y a le régulateur aussi, puisqu'il a fixé des objectifs de rendement de réseau. Pour les collectivités rurales, on doit atteindre du 80%. Pour les collectivités urbaines, du 85%. Et pour atteindre ces niveaux de rendement de réseau, c'est sûr que les solutions que nous pouvons déployer, que Schneider peut déployer, peuvent résolument aider à accompagner ce mouvement. Même facteur du côté de Schneider Electric sur la décision de s'équiper ou d'investir? Je pense que le réglementaire est un facteur clé, effectivement. Parfait. Alors moi j'avais quand même une vision un petit peu de néophyte sur ce sujet. Est-ce que ça coûte cher ces nouvelles technologies? Parce qu'on sait que le prix de l'eau est assez peu élevé en France. Est-ce que les collectivités, les régies auront les moyens de s'équiper de tels systèmes? Alors Fabrice Renaud peut-être pour commencer. Je crois que lorsqu'on parle de ces systèmes, il faut parler du coût à l'abonné, quelque part. En fonction de la complexité que l'on veut mettre en place, ce sont des systèmes qui peuvent coûter de 1 à 10 euros par abonné et par an. Je dirais qu'on est sur des systèmes intelligents qui peuvent apporter beaucoup d'économies et avec un accès tout à fait possible. Quand vous parlez d'économie, c'est sur la maintenance, sur la consommation? La première économie, comme je vous le disais, c'est réduire les pertes en eau. Donc c'est réduire l'eau produite non consommée, non facturée. La deuxième économie, c'est réduire la facture énergétique qui ne va cesser de croître dans les années à venir. Donc l'investissement qui permet ces économies est-il important au regard de ces économies? Je pense qu'aujourd'hui nous sommes sur une rupture. Hier, les investissements coûtaient cher par rapport aux économies. Demain, ce sera l'inverse. Taïsé Miura, combien coûte un compteur intelligent ou communicant par rapport à un compteur classique et est-ce que les clients sont prêts à s'équiper? Alors, pour mettre en place le télérelevé, alors qu'est-ce que c'est le télérelevé? C'est finalement que chaque usager d'un territoire va être équipé d'un compteur qui devient communicant et ensuite de mettre en place sur ce même territoire une infrastructure qui permette de télérelever ces informations. Aujourd'hui, on est sur un coût complet du système entre 15 et 20 euros par an. Très bien. Et par usager. Et là, le modèle économique est assez intéressant pour les collectivités, pour les régies. Ça devient intéressant pour elles?
Si je dois en croire ce qu'on a dans notre carnet de commandes et le fait que dans 9 appels d'offres sur 10 dans le domaine des collectivités pour des renouvellements de délégation de services publics, il figure une option ou en base de télérelevé, c'est que ça représente un vrai intérêt pour les collectivités et que dans la plupart des cas, elles se donnent les moyens à ce que les usagers puissent bénéficier de ce service sur leur territoire. Bon, c'est un bon indicateur, le changement des appels d'offres. Fabrice Renaud, sur cette question de financement, quel modèle proposez-vous aux clients ? Aujourd'hui, le financement est également en phase de V. On est sur la pointe basse du V. L'investissement demande plusieurs choses. Les investissements sont relativement lourds. Ils ne peuvent être réalisés qu'à des débuts de cycle. Je m'explique. Dans la partie opération des infrastructures, vous avez des opérateurs ou bien des régies qui s'engagent pour des durées décennales, voire plus ou moins. Et ce sont à chaque renégociation de contrat que l'on peut envisager ces nouveaux investissements pour avoir la rentabilité sur 2, 3, 4, 5, 6 ans. La seule question aujourd'hui réside sur le financement et la capacité à la fois qu'auront les opérateurs, mais également les régies à investir dans ces nouveaux systèmes, à croire dans ces nouveaux systèmes. Ça sera l'élément clé. Le financement financier sera l'élément clé et là, l'avenir nous le dira. On parle un peu d'avenir, on va parler d'avenir, c'est toujours intéressant. Comment peut-on imaginer le développement de ces solutions ? Est-ce qu'il y aura des nouveaux services qui vont se développer ? Est-ce qu'on a déjà une idée ? Et puis, quelles seront les prochaines étapes ? Quelles seront combien d'années devra-t-on encore attendre pour l'émergence de ces nouveaux services ? Peut-être on peut commencer par MDZO City. Alors, pour en venir à mes axes quantitatifs, qualitatifs, sur le quantitatif, ce qui fonctionne déjà très bien, c'est sur un territoire, vous équipez vos réseaux de télérelevés. Sur les compteurs de sectorisation, vous les équipez aussi d'éléments communicants. Vous comparez les deux. Entre les deux, vous avez les pertes globales. Après, pour affiner la recherche des pertes, vous pouvez commencer aussi à mettre des capteurs sur les endroits où on prélève de l'eau et qui ne sont pas toujours contrôlés. Je pense aux bouches de lavage, aux bouches d'incendie, qui sont souvent des endroits où de l'eau est captée parfois de manière sauvage. Donc ça va vous donner une connaissance un peu plus fine du réseau. Ensuite, ce qui émerge de plus en plus aussi auprès des collectivités, c'est l'installation de prélocalisateurs de fuite qui vont être télérelevés, où là, on va écouter le réseau pendant les heures creuses de la nuit afin de déceler les endroits où il y a des fuites potentielles. Ça, c'est l'aspect quantitatif qui vise à améliorer le rendement de réseau. Et à Beaune, cette démarche complète nous a permis en un an de baisser la consommation d'eau, la distribution d'eau de 13% et d'augmenter le rendement de réseau de 10 points. Après, sur l'aspect qualitatif, c'est un sujet un peu plus émergent. Dans certains pays scandinaves ou du Nord, il y a eu un certain nombre d'accidents sur le réseau d'eau. Finlande, notamment, je crois. Oui, alors en Finlande, par exemple, il y a eu une contamination entre le réseau d'assainissement et le réseau de distribution. Il y a eu 7500 personnes qui ont été malades. Au Canada, il y a une contamination du réseau d'eau avec une bactérie E. coli. Il y a eu 6 victimes. Et ce qu'on rend compte, c'est que pour lutter contre ces accidents potentiels, il faut faire de la prévention et ça veut dire souvent instrumenter le réseau de capteurs qui vont pouvoir permettre de mesurer la qualité de l'eau en temps réel. Et donc là, pour le coup, chez Veolia, il y a tout un travail de développement de capteurs autour d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Andetech qui vise à apporter des solutions dans le domaine. Le dernier point, on commence aussi à en parler, c'est les aspects tarification. C'est-à-dire qu'il faut voir que le télérelevé, ça va permettre de mettre en place des modèles tarifaires différents et notamment des logiques un peu de tarifs été-hiver. Parce que par exemple, si vous avez quelqu'un qui à un endroit donné ne vient que l'été, le réseau de distribution va devoir être dimensionné pour lui alors qu'il va consommer de l'eau pendant peu de temps. Donc finalement, on peut se poser la question de savoir est-ce que lui ne doit pas payer l'eau un peu plus cher que ceux qui y sont à l'année. Et c'est le télérelevé qui permet de mettre en œuvre ce type de tarification. Et sur ces différents éléments, ces nouvelles approches, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain ? À tout ce que je viens de vous dire, c'est globalement aujourd'hui. Bon, tant mieux. Peut-être le point de vue de Schneider Electric sur ces questions. Alors j'aimerais bondir effectivement sur la version au risque. Aujourd'hui, pour prendre des exemples qui ont été cités,
utiliser un réseau d'eau intelligent, c'est prévoir, anticiper et gérer les phases de crise. Effectivement, un mélange entre réseau d'eau potable et réseau d'eau usée va générer une pollution qui se diffuse à l'intérieur du réseau. L'outil de la modélisation permet de mieux gérer ces phénomènes-là. Comment? Effectivement, on connaît cette introduction de la pollution et on peut, par la modélisation, imaginer la diffusion de cette pollution au sein du réseau. Et à ce moment-là, les opérateurs peuvent isoler la partie contaminée pour pouvoir la traiter, la curer, avant de la remettre en service. L'outil de modélisation va en complément de ces outils de télérelève pour pouvoir mieux gérer ces réseaux et mieux gérer ces phases de crise. Entre isoler un quartier ou isoler une ville, on n'a pas du tout les mêmes impacts. Au niveau du citoyen bien évidemment, mais également au niveau des gestionnaires. Donc je pense que ça va être un des gros facteurs de croissance pour ces solutions intelligentes de l'eau. Est-ce que vos ingénieurs, vos concepteurs ont d'autres innovations un petit peu dans les cartons qui devraient apparaître prochainement? Ou d'autres sujets de réflexion? Alors évidemment, à la fois des développements qui sont internes, mais également des acquisitions. Partons plus sur les développements qui sont internes. Nous sommes en train de tester, puisque c'est actuellement installé sur une station d'épuration en France, des solutions d'optimisation des usines de traitement, afin de réduire la facture énergétique. Donc une fois de plus, nous nous focalisons sur la partie digitale de l'énergie, pas du tout sur la partie physique, le choix des équipements, mais sur le contrôle, l'optimisation de ces équipements. Et là, nous faisons appel à des solutions de contrôle avancé, de boucles spécifiques pour pouvoir améliorer et réduire la facture énergétique. Un équipement qui fonctionne mieux peut produire plus avec 15 à 20% d'économie d'énergie. Ça doit être un réflexe cocardier, mais j'aime bien terminer les émissions en essayant de comparer l'état du marché en France par rapport à l'étranger. Comment situe cette question du smart water, comment situe la France par rapport à d'autres pays, peut-être M2O City sur ce sujet? Quelle vision vous en avez? Alors aujourd'hui, pour l'instant, M2O City n'adresse que le marché français. Néanmoins, nous ne sommes pas autistes et regardons un peu ce qui se passe aussi par ailleurs. Je pense globalement que la France est quand même un des pays sur ces questions du smart water, du smart grid de l'eau, et un des pays les plus avancés. Schneider Electric, sur ce point. Pour notre part, nous constatons qu'il y a une certaine avance sur les pays nordiques. D'une part sur la gestion des réseaux d'eau intelligents au niveau des réseaux d'eau potable et sur les réseaux d'eau intelligents au niveau des eaux usées, c'est plus les Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc je dirais que la France a quelques systèmes, sont-ils au même niveau? Pas encore. Par contre, on sent qu'elle va avancer très vite et très fort. Merci à tous les deux, messieurs, pour votre participation à cette émission. Je comparais en introduction le Smart Grid et le Smart Water. Les deux sujets ont quelque chose de commun, c'est qu'ils sont passionnants et c'était très intéressant d'en discuter avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette émission Web TV Ville Durable à Polytech. Je vous rappelle que cette opération se poursuit avec plein d'autres émissions à découvrir sur cleantechrepublic.com. Au revoir, restez verts, à bientôt.